Bonjour à tous, en tout cas à ceux qui je n'ai pas encore dit bonjour. Donc je vais vous présenter aujourd'hui deux cours qu'on a souhaité internationaliser, deux cours qui sont donnés dans notre formation au muséum, qu'on a souhaité internationaliser. Il s'agit en fait d'un cours qui s'est déroulé du coup en Hongrie, d'un autre qui s'est déroulé en Chine. Et je vais commencer par vous présenter celui qui s'est déroulé en Chine. Alors, je vais vous présenter ces deux cours selon exactement la même structure. Je vais vous en donner les origines, puis je vous parlerai des partenaires auxquels on a fait appel pour pouvoir les organiser, et puis je vous donnerai ensuite des éléments sur les objectifs de ce cours, le programme, ainsi que la participation et les perspectives, les perspectives attendues. Donc le premier cours en Chine s'est déroulé au mois d'avril et mois de mai 2016 à Nankin, dans le cadre en fait du Master et Doctorat International Quaternary and Prehistory. Donc je vais vous présenter cela selon la structure dont je vous ai parlé. Et alors pour commencer, les origines. Alors ce cours en fait, l'idée de ce cours est venue au départ d'une mission de nos collègues, Pierre Ronchet ici, Jean-Jacques Bain ici, sur le site de Yunxian en 2015, où en fait ils ont retrouvé plusieurs jeunes collègues qui sont maintenant en poste et qui en fait sont passés par nos formations au muséum. Et c'est ces collègues chinois qui en fait ont proposé d'organiser ce cours à l'occasion du 10e anniversaire du Master Erasmus Mundus Quaternary and Prehistory. Donc ils ont souhaité l'organiser en Chine, dans les universités où ils sont maintenant en poste. Donc il s'agit de Qingfeng Chao, qui a suivi le master et le doctorat au muséum, Zhui Fengshen, Fei Han et Watu, qui ont suivi, eux, le master aussi dans nos formations. Donc ils ont monté cela en collaboration avec Pierre Ronchet et Jean-Jacques Bain et François Sema, puisque le module qui a été externalisé, internationalisé, est le module, le QP11, concernant la préhistoire d'Asie du Sud-Est. Donc comme vous le voyez, hein, je présente cela, mais je n'étais pas porteur du projet, c'est simplement qu'ils sont tous les trois en mission, donc je présente ça aussi. Alors, bien sûr, quand on organise quelque chose comme ça, on a besoin de partenaires et bien évidemment de financement. Donc, outre les différents partenaires du consortium Erasmus Mundus, il y a eu aussi un partenariat avec des organismes européens qui ont aidé au financement, aussi l'Institut français, ainsi qu'un programme qui est porté par François Sema, financé par l'Union européenne, le projet Précis. Les objectifs de ce module étaient d'organiser en Asie du Sud-Est un événement scientifique international qui reflète en fait le modèle pédagogique et scientifique de l'IMDQP, un IMDQP, International Master and Doctorate in Quaternary and Prehistory. Donc, autrement dit, l'objectif était d'organiser à la fois un séminaire scientifique et un module de cours en même temps, dans un seul lieu, en regroupant à la fois les chercheurs et les étudiants. C'est ce qui a été réalisé, et ce qui était particulièrement intéressant en fait ici, à l'occasion de ce 10e anniversaire, c'est que toutes les générations qui avaient à voir de près ou de loin avec le Master Erasmus Mundus Quaternary and Prehistory, eh bien, étaient présents. Donc il y avait aussi bien les porteurs du Master que des intervenants en tant qu'enseignants dans ce Master depuis un certain nombre d'années, et puis les étudiants qui ont suivi, qui étaient dans les premières promotions de cette formation, dont je fais partie, et qui sont maintenant en poste. Donc voici ici deux collègues qui sont maintenant en poste en Chine et en Thaïlande, qui étaient présents là-bas aussi. Ce partage entre générations et cet échange scientifique a eu lieu dans des petits groupes de travail aussi, avec les étudiants qui sont en ce moment en formation et qui suivent ce Master Erasmus Mundus en Quaternary and Prehistory. Un autre objectif, qui est aussi très important, est de permettre en fait aux jeunes scientifiques diplômés de l'IMDQP d'échanger au sujet de recherche en cours ou à venir. Et surtout de créer en fait à l'échelle régionale aussi une communauté qui va continuer à tisser des liens étroits avec l'Europe.
Alors, en termes de programme, ce module s'est déroulé de la façon suivante. Il y avait une session introductive avec 6 sessions thématiques pour un total d'environ 40 communications cours, puisque c'était à mi-chemin entre la communication scientifique et puis le cours qu'on peut dispenser ici dans le master. Et il y a eu 12 présentations des étudiants, puisque les étudiants avaient un sujet à traiter par petits groupes mixtes, étudiants chinois, étudiants européens ou enfin venant du reste du monde, qui devaient présenter à la fin pour validation du module. On a traité donc des sujets de géologie, géochronologie, paléo-environnement, paléoanthropologie, préhistoire. On a parlé d'interdisciplinarité et aussi de patrimoine et de sa conservation. Était aussi prévu dans le cadre de ce module des visites de sites archéologiques et des musées, notamment le site de Holocave et le musée de géologie qui y est associé. En termes de participation, ce module a regroupé 46 enseignants-chercheurs avec un total de 36 étudiants représentant 14 pays différents. Et en termes de perspective, on peut dire que ce module, outre son intérêt à l'instant T, a en fait été initiateur de nouvelles collaborations. C'était un petit peu l'objectif quand je vous parlais de communautés régionales aussi, puisqu'il y a d'ores et déjà eu des échanges entre Chinois et Indonésiens depuis, pour qu'il y ait des prélèvements faits sur des sites indonésiens par les Chinois pour des datations. Des collègues chinois sont en discussion aussi avec des collègues thaïlandais. Ils interviennent aussi maintenant sur un site philippin par le biais aussi d'un collègue du muséum. Donc voilà, cette communauté, ce module a aussi initié un certain nombre d'échanges et de programmes de recherche au niveau régional. On va donc maintenant revenir en Europe et je vais vous amener en Hongrie, cette fois-ci pour un projet dont je suis porteur, qui est un projet de cours en archéologie expérimentale, pour lequel on a lancé la première édition en avril 2016 à Százhalombatta, qui est une petite ville de Hongrie un petit peu au sud de Budapest. Même structure, je vous présente les origines, partenaires, objectifs, le programme et puis la participation et les perspectives. Alors l'origine de ce cours-là est un petit peu différent, puisqu'en fait, l'idée, déjà, on intervient de plusieurs collègues à proposer depuis déjà un certain nombre d'années un module de cours ici au muséum qui présente aussi une partie d'archéologie expérimentale. Et depuis un certain temps, on avait la volonté d'ouvrir le module vers l'extérieur et de proposer aux étudiants des contextes archéologiques, disons, expérimentaux différents, avec des problématiques archéologiques différentes. Donc voilà, on avait déjà cette idée depuis quelques temps, mais on l'avait jamais vraiment, c'était resté un peu à l'état d'idée. Puis j'ai effectué en fait un post-doctorat à Budapest, en Hongrie. Et au cours de ce post-doctorat, les collègues hongrois en fait ont témoigné très fortement leur volonté d'intégrer l'archéologie expérimentale à leur formation à l'université Vörös-Torrent de Budapest où j'ai réalisé mon post-doctorat. De plus, au muséum, il y a une représentativité relativement faible. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais là, c'est vraiment plus ce dont j'ai l'impression des pays d'Europe centrale et de l'Est. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lier tout ça et lancer cette idée, enfin, démarrer cette idée d'étendre ce QP7. Donc, j'en ai discuté avec ces différents collègues. Zsolt Mester, qui est donc professeur à l'université de Vörös-Torrent de Budapest, Réma Chacon de Tarragone, Javier Baena de Madrid et David Pleurdo qui est maître de conférence ici au muséum. Et comme tout le monde était très enchanté par cette idée, on s'est donc lancé à la recherche d'un corps de partenaires et de financement. Et puis ça s'est plutôt bien déroulé puisqu'on a eu pas mal de partenaires. Alors outre les partenaires, les institutions d'origine des porteurs de projets, on a eu un soutien aussi d'Erasmus, Erasmus Mundus, un soutien, c'était évoqué tout à l'heure, le fait de prendre contact avec les attachés de coopération scientifique. Effectivement, ça a été très intéressant pour nous puisqu'ils nous ont soutenus très fortement et notamment financièrement. Enfin, on a eu
un soutien aussi du Matriza Museum, de SAS Salon Bata, qui nous ont ouvert leur parc archéologique complet, rien que pour nous, pendant une semaine. Donc on était dans un contexte parfait pour réaliser de l'archéologie expérimentale. Les différents objectifs, alors c'est des objectifs j'ai essayé de vous lister un petit peu ce que l'on propose dans le syllabus du cours. Donc montrer aux étudiants l'importance de la théorie, mais aussi de la pratique pour l'interprétation des outils archéologiques en pierre. Essayer d'encourager l'esprit critique et d'analyse, mais en particulier dans le montage d'un protocole expérimental, à visée scientifique bien spécifiquement. Et puis on a monté tout le cours de façon à leur permettre d'avoir un aperçu un peu de ce qu'étaient les différents pans du métier d'enseignant-chercheur. Et bien évidemment, on souhaitait permettre aux étudiants de développer leur réseau, que ce soit intra ou extra-européen, puisque vous allez voir que ce n'était pas que dédié à des Européens. Alors, du coup, on est allé à SAS Salon Bata, voici donc le contexte dans lequel on était. Le parc archéologique avec les reconstitutions en fait, de cabanes de l'âge du bronze. C'était un contexte fabuleux, on avait vraiment de l'espace, donc c'était parfait pour réaliser ce module, et merci au Matriza Museum pour le coup. Et donc la semaine s'est déroulée de la façon suivante. En amont, les étudiants devaient en fait discuter avec nous sur une sélection d'articles qu'on leur a proposés avant le module. Puis, pendant la semaine, on leur a proposé en fait le premier jour des cours plus théoriques sur le contexte archéologique de l'Europe centrale, les problématiques liées à cette région, puisqu'on focalisait sur cette région puisque le module se déroulait là-bas à ce moment-là, en présentant les matières premières, les différentes matières qu'on allait utiliser, etc. Le 2 et 3e jour, ils ont pratiqué la taille de la pierre, et puis ils ont été initiés aux méthodes à l'approche tracéologique, l'étude des microtraces sur les outils, et les observations microscopiques. Et pendant les 2 derniers jours, ils ont dû en fait choisir une thématique de recherche, une question de recherche, qu'ils devaient traiter en montant leur propre protocole expérimental, en le réalisant, récupérant les données, et nous proposer ensuite, faisant le montage de A à Z pendant ces 2 jours. Ils devaient réaliser leur propre expérimentation. Donc voici un petit panel d'activités du coup qu'ils ont réalisées pour répondre aux questions qu'ils avaient sélectionnées. Voici donc encore un petit aperçu des activités que l'on a menées. Donc les cours théoriques étaient menés du coup dans une des cabanes de l'âge du bronze qu'on avait équipées pour cela. Donc c'était là aussi, ça nous mettait dès le début bien dans l'ambiance du module. Et puis voilà, différentes activités avec un espace, vraiment d'espace pour monter tout type d'expérimentation, que ce soit l'expérimentation d'utilisation. Ici c'était une expérimentation d'altération des pièces suite à un piétinement en fait. Alors on a aussi visité un tumulus de SAS Salon Bata, puisqu'en fait SAS Salon Bata signifie les SAS 100 et tumuli en fait, SAS Salon Bata, donc la ville des 100 tumuli. Et donc ce tumulus était en fait présent dans le parc archéologique où nous étions, donc il était un petit peu dommage de ne pas aller y faire un tour. Et enfin, pour valider le module, les étudiants avaient 1 mois après la fin du module pour nous rédiger un petit article scientifique, court, avec nous présentant leurs questions, leurs recherches et puis les premiers résultats. En termes de participation, donc nous étions du coup 6 enseignants-chercheurs pour 14 étudiants la première année, avec 4 pays représentés. Et alors ce module, on l'a voulu en fait, ce module, nous l'avons voulu en fait, il va se répéter et tourner dans les différents pays des porteurs de projets. Déjà pour 2017, le bouche à oreille des étudiants a très bien fonctionné, je pense, parce qu'avant même qu'on fasse l'annonce du module, on a quasiment rempli, on a limité le cours à 30 étudiants, on a quasiment 30 inscrits dès maintenant, avec 10 pays représentés cette fois-ci. On a aussi amélioré un petit peu notre communication pour montrer les partenaires, et on a été très fortement soutenu par l'Université de Budapest, du coup, qui nous a encouragés
et ceci nous a permis d'obtenir un financement du gouvernement hongrois sur un programme de jeunes talents. Voilà, je vous remercie.